Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Résolument engagé qui s'intéresse aux hommes et aux femmes qui s'engagent avec cœur, avec détermination pour le bien commun, la solidarité, le mieux vivre ensemble, le renforcement du lien social ou tout simplement pour redonner de la beauté à notre quotidien. Je souhaite mettre en valeur et en lumière l'engagement de ces personnes. Aujourd'hui, nous accueillons dans nos studios Robin Potier. Nous esquisserons son portrait et nous l'écouterons nous raconter comment, d'un projet de vie en Australie, il a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure à Besançon. Résolument engagé, une réalisation de Jean-Louis Arbet sur RCF. Robin Potier, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nos auditrices et nos auditeurs découvrent qui vous êtes déjà et en quoi vos engagements montrent une riche palette d'idées qui bouillonnent en vous. Vous relevez le défi ? Avec plaisir. Alors vous êtes né le 30 septembre 1993. Exactement. À Besançon ? À Besançon. Et alors, rapidement, votre famille, vous avez un frère ? C'est ça, j'ai un grand frère qui s'appelle Guillaume. Qui est né, qui est quoi, 3 ans de plus que vous ? 3 ans de plus que moi, exactement. Et puis vos parents, donc Ludovic et Laurence, qui vivent et travaillent à Besançon. Des éternels bisontins, ouais. Voilà. Qui ont grandi et qui ont fait leur carrière ici. Et vous d'ailleurs, vous habitez aussi, vous avez vécu essentiellement à Besançon et vous y vivez encore. Exactement, ouais. J'ai eu deux petites parts de vie. Une pour grandir à Besançon, une pour me découvrir à l'extérieur. Et je suis revenu ici pour m'installer. Robin, vous étiez un garçon comment ? Sociable, extraverti ? Ouais, très sociable, très actif dans la vie, hyper actif même. Hyper actif, ça veut dire quoi concrètement ? J'ai toujours eu du mal à tenir en place. Donc, ah oui, vous étiez comme un poisson-sauteur du Mexique, ça sautait dans tous les sens. Exactement, exactement. Et l'école, alors, ça a posé problème ou pas ? Alors, l'école s'est toujours bien passé dans le niveau scolaire, mais j'ai toujours eu du mal à apprécier l'école du fait de devoir rester sur une chaise pendant des heures à écouter. La concentration est assez limitée. Par contre, la compréhension était bonne. La compréhension, il n'y a jamais eu de souci. Intellectuellement, vous étiez là, tout à fait là. Alors, vous avez fait l'école primaire à Besançon, tout complètement. Vous avez commencé à, c'est quoi, les Vieilles Perrières ? Aux Vieilles Perrières, ouais. Donc c'est vers le quoi le C'est entre vers le Polygone. La butte, Polygone et un peu au-dessus du centre-ville. Parallèle un peu, enfin perpendiculaire au boulevard Charles de Gaulle. Ouais, voilà. Juste au-dessus de la City, ouais. En fait. Le collège, vous êtes rabattu sur le centre-ville, c'était le collège Victor Hugo, donc que beaucoup de Bisontins connaissent. Ensuite, le lycée. Lycée Julag pour faire un bac économique et social. Oui, alors pour les gens qui ne savent pas où est le lycée Julag, c'est l'ancienne école d'horlogerie, nationale d'horlogerie, qui est située vers la chambre de commerce et d'industrie du Doubs. Donc économique et social, et vous avez réussi votre bac, j'imagine. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait après alors ? Vous avez envisagé de faire quoi ? Après, ça a été toujours un peu la grosse question, c'est de trouver un métier précis dans lequel s'épanouir. Donc j'ai un peu plus suivi des études qui étaient un peu larges, qui n'étaient pas centrées... un peu généraliste. Un peu généraliste, pardon, merci. Alors, concernant vos activités et loisirs, alors depuis l'enfance jusqu'à maintenant... vous m'avez dit en préparant l'émission que vous étiez un très grand sportif. Est-ce que c'est en lien avec votre hyperactivité que vous avez décrite avant ? Je pense que ouais, j'ai toujours eu besoin qu'on me canalise un petit peu. Donc j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais enfant. Donc le foot ? Le foot. Vous avez joué dans une équipe ? J'ai joué au Besançon Racing Club. Oui. Et jusqu'à quel âge à peu près ? Jusqu'à mes 14 ans, je pense. 14-15 ans. D'accord. Et vous étiez un bon footballeur ? Je jouais à un bon niveau régional, ouais. Ah oui, ouais. Ah oui quand même. Vous avez pratiqué aussi d'autres sports, lesquels ? J'ai fait de la natation quand j'étais petit et du judo pendant aussi quelques années. Jusqu'au collège ou... Jusqu'au collège, ouais, c'est ça. Le basket, non ? Basket, c'est un plaisir. Je suis passé de passionné de foot à passionné de basket, donc j'en fais en loisir, mais jamais dans un niveau pro. Enfin. Et vous faites du vélo ou de la course à pied? Eh ben pareil, tout ce qui est au grand air, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup être dehors, en fait. Ouais. Vous m'aviez dit aussi que vous aimiez bien pratiquer le surf dans les Landes. Alors, quand j'étais petit, j'ai fait un peu de surf dans les Landes, parce que mon parrain avait une maison là-bas. Et c'est vrai qu'il y a des plages magnifiques et c'est un des sports qu'on y pratique. Oui, mais qui s'y prête très bien là-bas. Exactement. Ouais. Autre loisir, vous aimez la musique. Alors, vous êtes passionné de quoi? De musique pop-rock et quoi d'autre? Alors, je suis très éclectique sur la musique. J'aime surtout tout ce qui est musique électronique, hip-hop, jazz, soul, un peu de pop, mais vraiment un peu de tout, mais je suis très ouvert. Et vous alliez souvent dans des concerts ou des festivals? Eh ben, énormément. C'était un peu mes grandes vacances de ma jeunesse sont souvent été concentrées en festival de musique un peu partout en France et en Europe. Alors, concert, par exemple, à Besançon, puisque vous êtes byzantin, et puis peut-être dans les lieux où vous avez étudié par la suite. C'est ça. Et Ouais, les festivals d'été, est-ce que vous êtes allé aux Eurokéennes, par exemple? Ouais, j'ai fait 4 ou 5 ans d'affilée les Eurokéennes. En tant que festivalier? En là, tant que festivalier. Pour les Eurokéennes, en tant que festivalier. Et vous êtes allé aussi dans d'autres grands festivals de France ou des festivals? J'ai fait pendant 7 ans d'affilée le festival de Dour en Belgique. C'est un des plus grands festivals d'Europe. Et en musique électro ou... En musique, il y a un peu de tout. C'est un peu Charleville-Mézières aussi? Charleville-Mézières, le Cabaret Vert aussi, exactement. Et qu'est-ce que vous aimez dans ces ambiances-là? Enfin, peut-être surtout festival d'ailleurs. Concert, c'est sympa, mais je pense que le festival, il y a une ambiance particulière. Ouais, c'était partir avec ses amis, écouter les artistes qu'on aime, et puis se retrouver. On n'est pas forcément tous à l'école ou en cours ensemble, et se retrouver pour profiter de choses qui nous plaisent pendant l'été. Une sorte de communion de famille, un peu famille élargie, bien sûr, un côté festif peut-être aussi. Voilà. Et puis, est-ce que vous avez eu conscience à ce moment-là que vous pourriez éventuellement, plus tard, travailler dans ce milieu? Eh ben, en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être ça que j'aimais vraiment, au fond de moi. C'est ce qui va orienter, donc, après vos études voilà. Plus précises, ouais, exactement. Alors, pour terminer sur les activités, vous m'aviez dit que vous aimez bien aussi les randonnées, les balades et le cinéma. Donc on est loin des festivals, là, c'est une ambiance plus proche de la nature. Plus posée, ouais. C'est bien une double face. C'est ça. Alors, puisqu'on fait allusion à votre formation, donc vous, je crois que vous n'aviez pas envie de faire d'études pointues. Je me suis toujours posé la question de trouver le domaine qui me plairait vraiment. Et j'étais un peu dans le flou jusqu'au moment où je découvre qu'on peut aussi travailler dans le milieu culturel et dans les festivals et salles de concert. Oui, donc après votre bac, vous avez fait 2 années en fac économique et sociale, en AES, c'est ça, à Besançon. À Besançon, d'accord. Ça vous a plu? Sans plus. C'était... ouais... C'était pas la folie, quoi. Alors, donc, à 21 ans, on est en 2014, vous partez à Lyon pour une licence, une L3. Ouais. Alors, c'est quoi cette école que vous faites? C'est une école d'art et de culture, et c'est une licence ils appellent ça médiation culturelle. Donc, en fait, ça regroupe toutes des études sur les métiers de l'art et de la culture. Donc, on étudie l'histoire de la culture... Enfin, plein de choses. Oui, plein de choses. Alors, vous embrayez après à Lyon 2 pour un master qui s'appelle comment alors celui-ci, ce master? C'est encore un master qui est spécialisé en économie, mais du coup, qui là est spécialisé dans les métiers de la culture. Et vous l'obtenez, ce diplôme, ce master, en 2017. C'est ça. Et finalement, dans cette période-là, 2017-2018, vous avez dit que vous vous êtes aperçu en fréquentant ces festivals, ces concerts, que vous aimeriez travailler là-dedans. Et bien, vous le faites, vous mettez en pratique. Exactement. Vous êtes donc sur Lyon. J'étais chargé de production. Donc, c'est un métier où on s'occupe de tout ce qui est l'organisation et la logistique d'événements. Alors quoi, dans des festivals? Dans des festivals, pour des privatisations d'entreprises ou pour des salles de concert. Donc... Et vous faites ça pendant 1 an et demi, en gros? Pendant 1 an et demi, un peu en mission plus qu'en emploi fixe. Ouais. Donc, est-ce que c'est facile de trouver un emploi durable dans ce milieu? Alors, c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas énormément
d'associations différentes. Et c'est des postes où souvent il y a un poste et il n'y en a pas 10 et il n'y en a pas dans des petites villes. Il n'y en a que dans les grandes villes pour des grosses institutions. Donc c'est assez bouché. C'est un peu galère, comme on dit. C'est ça. Alors finalement, vous décidez en 2019 de partir pour l'Australie. C'est le grand saut. Alors pourquoi? Eh ben, il fallait du changement. J'arrivais pas à trouver un emploi vraiment fixe. Je parlais pas très bien anglais. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment d'aller voir autre chose, de se découvrir aussi soi-même? Parce que partir à l'étranger, c'est se découvrir. Et donc, j'ai sauté le pas. Alors, vous vous installez d'abord à Sydney. Donc, on est dans le sud-est de l'Australie. Vous y faites quoi, là? À Sydney, j'ai travaillé en restauration. Le premier pas dans la restauration, j'ai travaillé pour un restaurant français au nord de Sydney, à Manly, où j'étais embauché en tant que plongiste et très vite, au bout de 2 jours, je faisais à la fois la plonge et les préparations, puis au fil du temps... Le service aussi, peut-être? Le service, c'est ça. Je suis resté 6 mois. Et après, vous décidez d'aller un peu plus au sud, entre Sydney et Melbourne, et vous allez faire quoi, là? Alors après, je suis parti en ferme agricole. Parce que quand on part en Australie, si on veut renouveler son visa, donc on a un visa d'1 an, on appelle ça le PVT Working Holiday, donc vacances-travail. Si on veut pouvoir le renouveler, il faut travailler pendant au moins 3 mois dans des secteurs d'activité souhaités par l'Australie qui ont besoin de main-d'œuvre. D'où l'agriculture. D'où l'agriculture. Souvent, c'est le gros point, c'est l'agriculture. Donc quoi, vous avez récolté des amandes? Alors, je suis allé... Pas des amandes de la police, mais des amandes à manger, oui, bien sûr. Ouais, des amandes, des champs de cerises. J'ai bossé dans des vignes. Des vignes. Vous avez goûté les vins? C'était des bons vins? C'était plus sur le développement des vignes. Donc là où j'étais, il n'y avait pas encore la finalité des vignes. Les pommes de terre aussi, je crois que vous Les m'aviez pommes dit. de terre, oui. Un bon mois. Et vous avez été étonné d'être payé à la semaine. Ici, nous, on est mensualisé. Là-bas, on est payé chaque semaine. Eh ben, c'est génial. C'est super parce qu'en fait, tous les lundis, on a la paye du travail qui a été fait pendant la semaine précédente. Donc, on est rarement dans le besoin. Comme on dit souvent en France, le 5 ou le 10 du mois, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà plus les moyens. Ben là-bas, c'est pas possible. Parce que si on travaille, au bout de 7 jours, on a à nouveau de l'argent qui tombe. Alors, vous étiez parti pour rester un moment, j'imagine, là-bas en Australie. Mais survient 2020, l'épidémie de Covid. Alors, racontez-nous rapidement ce qui se passe. Alors, vous n'avez plus de travail à ce moment-là. Alors, moi, c'est un peu un concours de circonstances. Je venais de quitter mon travail. Et en fait, en Australie, c'est assez spécial. Parce qu'on a eu l'effet Covid au moins 4-5 mois après tout le monde. On n'en parlait pas du tout. C'était pas du tout d'actualité là-bas. On en voyait juste ça dans les médias pour l'Europe. Et donc, moi, j'étais un peu en le petit côté vacances. Donc là, j'étais en train de visiter l'Australie, de longer les côtes. Et ils ont fermé les frontières intérieures de l'Australie. Donc, on ne pouvait plus se balader entre différents les États. C'est ça. Par exemple, puisque c'est un État fédéral, l'Australie. C'est ça. On ne pouvait pas aller de Melbourne à Sydney, par exemple. Donc, oui, donc il n'y avait plus beaucoup de solutions. À part être au milieu de nulle part dans sa voiture. Donc, ça veut dire, vous ne trouvez plus de boulot, vous ne pouvez plus voyager, vous êtes bloqué, donc, finalement. Exactement. Et il y a une peur, une angoisse qui monte ou quoi, à ce moment-là? Pas tellement, jusqu'à ce qu'on voit que le portefeuille se vide peu à peu, même sans faire grand-chose. C'est vrai que l'Australie, ça coûte cher, donc l'argent part très vite. Et puis là, on se pose des questions, on essaie de trouver des solutions. Le boulot, c'était plus possible. On prenait plus personne parce qu'il y avait la crainte. On connaissait pas encore ce que c'était, donc on n'osait pas prendre des nouvelles personnes dans les boulots. Donc il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, c'était rentrer. Donc finalement, vous rentrez à Besançon en mai 2020. Alors sur RCF, Résolument Engagé dresse aujourd'hui le portrait de Robin Potier. Il est temps maintenant de faire notre pause musicale. Notre invité a choisi un titre à la fois doux, nostalgique et pétillant de Pale J, Under the Magnolia Tree, autrement dit, sous le magnolia. Nous l'écoutons.
Résolument engagé, une réalisation de Jean-Louis Arbé sur RCF. Robin, pourquoi avoir choisi ce titre et cet artiste? Alors j'aime beaucoup le côté mélancolique des chansons de Pale Jail. C'est un artiste un peu soul, jazz, il y a même un peu des petits côtés R&B certaines fois, et j'aime beaucoup l'émotion que procurent ces musiques, et j'ouvre souvent ma boutique avec les musiques de Pale Jail, parce que je trouve ça assez enthousiasmant. C'est vrai que d'ailleurs j'y vais régulièrement dans votre boutique, et ce que j'apprécie entre autres, hormis la qualité de ce que vous proposez, c'est la bonne musique que nous y écoutons. Alors nous arrivons maintenant à la deuxième partie d'émission, durant laquelle nous allons découvrir les engagements plus récents de notre invité Robin Potier. Alors juste avant la pause musicale, vous nous disiez que vous êtes finalement rentré en France en mai 2020. Alors, ce retour, il s'est passé plutôt de manière chaotique ou plutôt tranquille? Très spécial, on va dire. Parce que donc j'ai vécu 6 ans à Lyon, 1 an en Australie, le Covid. Je reviens en France, j'atterris à Paris et c'est le confinement en fait. Et donc mon retour en France se fait avec personne autour, des villes vides. Je rentre à Besançon, je prends un Airbnb, je vois personne pendant 2-3 semaines. Donc c'était pas forcément la joie. Donc ça veut dire que l'idée que vous pensiez retourner là-bas, ça va peu à peu s'estomper ou même s'éloigner, puisque je crois que là-bas en Australie, ils vont réouvrir les frontières tardivement, en 2022 seulement. C'est ça. Et puis concerts, festivals, etc., il n'y en avait plus. Ouais. Donc oui, moi le problème qui s'est posé pour moi, c'est à la base je voulais repartir, mais les frontières étaient fermées d'Australie, donc on ne pouvait pas y retourner. Et les métiers que je faisais avant, donc les métiers de la culture, n'existaient plus non plus jusqu'en 2022 aussi, où les festivals et les salles de concert étaient fermés même après le déconfinement. Donc finalement, entre 2020 et 2023, vous allez un peu vous cherchez vous-même, et puis vous cherchez un projet professionnel finalement. Alors, en 3 étapes, vous allez être à Besançon, donc en retour, vous travaillez où? Je travaille un petit coup à la buvette du conservatoire. Donc, de l'ancien conservatoire, donc place de la Révolution. Place de la Révolution, où là j'étais en cuisine. Donc on travaillait essentiellement le soir, donc c'est un peu des sortes de tapas, mais assez bien travaillé. Donc je travaillais là-dedans le soir. Puis, vous repartez à Lyon, je crois. Je repars à Lyon. J'ai eu l'idée de vouloir me réinstaller à Lyon. Donc là, j'ai travaillé dans un restaurant qui faisait c'était une saladerie, en fait. Un peu comme une sandwicherie où on compose ses sandwichs à la minute. Là, on composait les salades à la minute. Mais c'était sans compter sur le 2e confinement. Exactement. Retour à la case départ. Donc, décidément. Vous revenez à Besançon. Ouais, le sort s'acharne. Mais peut-être pas que pour du mauvais. Qu'est-ce que vous faites là, de retour forcé à Besançon? Là, je trouve du travail en intérim, sur un boulot où je peux travailler même s'il y a encore le confinement, parce que je peux pas rester chez moi étant hyperactif. J'ai un peu du mal à rester. Pour un exutoire, c'est ça. Je comprends. Et donc là, je trouve un travail dans le paramédical, où je faisais de la logistique de paramédical. Jusqu'en juin 2023? Jusqu'en même novembre 2022. Ouais. Et c'est là que va commencer l'histoire de la sandwicherie Sandwich Club, que vous m'avez dit que c'était du fast good. Vous pouvez expliquer à nos auditrices, auditeurs, ce que c'est du fast good? Souvent, quand on a de la restauration rapide un peu partout, surtout dans les grandes villes, les centres-villes, on appelle ça des fast-food. Donc c'est manger de la nourriture rapidement. Et souvent, il y a quand même beaucoup de restaurants rapides où c'est du surgelé, de la barquette. La basse qualité, quoi, très basse qualité. Pas forcément de la basse qualité, mais ouais, si, c'est pas le top. Et du coup, le fast good, c'est en fait travailler les produits, faire du fait maison et développer une identité qui est différente de ce qu'on voit un peu partout. Voilà. Et donc, vous créez la SARL Rab Society. Exactement. C'est un rapport avec votre nom, je ne sais pas, peut-être, dont le nom commercial est, je l'ai déjà dit, Sandwich Club. Alors, pourquoi vous vous lancé dans l'aventure? En fait, j'avais ce projet depuis quelques années, mais qui était vraiment dans un coin de ma tête. C'était même avant que je parte en Australie, où j'ai toujours pensé à développer le produit du sandwich, d'en faire d'un produit qui est ultra consommé,
le développer et en faire un produit encore plus qualitatif. Est-ce que l'Australie, justement, vous a inspiré là-dessus? Est-ce qu'il y avait des sandwicheries pointues? Pas tellement. Les Australiens, ils mangent un peu de... Ils n'ont pas trop de nourriture à eux, ils mangent un peu de l'international. C'est de la nourriture mondiale, enfin ouais, mondialisée. Mondialisée, ouais. Et alors, pour votre projet, je crois que vous avez suivi, vous avez un conseiller, une conseillère à la BGE à Palente. Alors, ça consistait en quoi? Alors, la BGE, en fait, c'est une association qui accompagne des personnes qui veulent monter des projets, donc souvent des auto-entrepreneurs. Ils accompagnent dans la création d'un business plan, en gros, pour pouvoir aller demander un financement à des banques. Et vous, votre projet, il s'est fait rapidement quand même. En 6 mois, c'était bouclé quasiment. Ouais, même en 4-5 mois. Au bout de 3 mois, j'étais déjà en train de chercher le local et j'avais déjà fait... Donc ça veut dire que vous aviez déjà bien maturé le projet. C'était déjà mûr dans ma tête, ouais. Et quand vous avez présenté votre business plan à la banque, ça s'est fait quoi, en avril, mai 2023 ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Et la banque a été convaincue tout de suite? Alors la banque a été convaincue par le projet. Mais c'est vrai que la situation financière économique actuelle en 2023, c'était pas le top pour se lancer. Il y a quand même beaucoup de gens aussi qui m'ont dit que c'était une période un peu creuse entre un peu tout ce qui se passe dans le monde. C'est difficile de se lancer à ce moment-là. Et pourtant, vous avez atteint tous vos objectifs. Exactement. En 1 an et demi, puisque ça fait 1 an et demi que vous avez ouvert, et voilà. Donc, on peut peut-être rappeler assez rapidement que vous êtes ouvert de quand dans la semaine? Alors, vous êtes déjà situé où? Je suis situé au 21 rue Mégevant. En face du centre diocésain. Exactement, ouais. En face du centre diocésain et de RCF Radio. Ouais. Et je suis ouvert du lundi au vendredi, exclusivement le midi, donc de 11h30 à 14h. Par contre, vous arrivez tôt le matin, puis vous repartez même tard le soir, parce qu'il y a la préparation, il y a le nettoyage, etc. Donc les journées sont longues. Tout est fait maison. Donc, ouais. Et vous proposez quoi alors? Des sandwichs, des salades, des formules, des desserts le produit de base, c'est le sandwich. Donc j'ai un pain qui est fait par un boulanger tous les matins. La boulangerie Cédric et Marilyn, avenue du Commandant Marceau à Besançon, vers la gare. Et après, j'ai des recettes qui me sont un peu sorties de la tête, des recettes travaillées, un peu développées de sandwich. Vous avez des sandwichs chauds et froids. Ouais, exactement. Et puis, à la belle saison, vous faites des salades aussi, je crois. Exactement. Avec des formules. Vos clients, c'est plutôt... Alors, il y a les fidèles, et puis les nouveaux clients, c'est quoi? Moitié-moitié ou il y a un peu plus. J'ai une bonne part quand même de personnes qui viennent réguliers, qui viennent toutes les semaines. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est valorisant en fait de voir des personnes qui reviennent toutes les semaines et qui accrochent avec à la fois l'identité du projet et les goûts qui Et puis ça veut dire aussi que vous devez être quelqu'un d'empathique, de bienveillant, de sociable. Hein, souriant. Voilà, souriant, bah oui, c'est important. Les retours sur les réseaux sociaux, etc., ils sont comment? Ouais, ils sont plutôt positifs. Enfin, je crois que sur le Google, c'est 4,9 sur 5. C'est ça. C'est incroyable. C'est plutôt des bonnes notes. Ouais. Puis vous utilisez Insta aussi, je pense. Instagram, ouais. Facebook, c'est un peu... Facebook, maintenant, c'est un peu plus marginal. C'est lié à Instagram, donc c'est bien, ça reposte. Voilà. Et finalement, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille, j'imagine, des gens qui sont venus, puis qui ont trouvé ça très bien. Voilà. Oui. Bah, puis Besançon, c'est une petite ville, donc quand il y a quelque chose de nouveau et qui plaît et qui marche... le bouche à oreille fonctionne, quoi. Ouais. Alors, en plus de la sandwicherie, vous participez à des événements aussi. Alors, rapidement, vous pouvez nous en parler de quelques événements auxquels vous participez, en plus de votre sandwicherie? Eh ben, ça, c'est le bon avantage, c'est qu'avec la sandwicherie, je retrouve le côté festival que j'avais avant. Que vous affectionnez particulièrement. Exactement. Et donc là, par exemple, l'année dernière, j'ai travaillé pour les Eurokéennes de Belfort. Pour les instants gourmands au centre-ville de Besançon à Granvelle. À Granvelle, exactement. Ça. Je fais aussi les bisons, la nourriture. Enfin, j'ai un stand pour les matchs de football américain de l'équipe des Bisons de Besançon. Ouais. Et alors, votre vie
personnelle, elle est quand même bien remplie, là, professionnellement. Vous arrivez à trouver un équilibre, hein, j'espère. Ouais, ça va. Bon, très bien. Je suis actif, donc... Au terme de ce rapide portrait, Robin, qu'est-ce qui continue quels sont les projets? Qu'est-ce qui continue de vous faire avancer à court terme, moyen terme? Qu'est-ce que vous avez envisagé de faire pour votre entreprise ou pour... Eh ben, j'ai envie de continuer le développement, surtout dans tout ce qui est événements. Donc tout ce qui peut être privatisation pour des entreprises, ça s'est bien développé parce qu'en plus on rencontre du monde. Mais dans le même local ou trouver un autre local? Ça c'est plus des événements hors les murs. Ah oui, hors les murs, ouais, d'accord. En extérieur. Et au niveau du local, je pense mon souhait serait de trouver un local plus grand où je pourrais développer aussi d'autres choses que la sandwicherie. Mais à Besançon, c'est un peu compliqué. Comme bar, concert, ou même des activités comme dans les associations. Ouais, c'est ça. Avoir une sorte de... On appelle ça un tiers-lieu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs activités dans le même lieu. Ou pourquoi pas participer à des événements dans les musées, etc., livres dans la totalement. boucle. Alors, vous êtes un homme de terrain, on l'a compris, vous êtes quelqu'un d'impliqué. Alors, malheureusement, la fin de notre émission est proche, le générique de fin se rapproche. Je tiens à remercier Robin Potier pour sa contribution au contenu de ce numéro de Résolument Engagé et Valérie Lantoine qui était à la réalisation. En attendant de vous retrouver bientôt, continuez à prendre bien soin de vous et de votre prochain.